Bonjour Karine. Bonsoir Michel. Comme je te le disais en off, ce soir c'est une soirée qui est que pour toi, que pour Karine Isher. J'ai de la chance. Dis-moi, est-ce qu'on dit Isher ou Isher, que je fasse pas d'erreur? Comme tu veux, écoute, j'ai tout entendu dans ma vie, donc même mon père il sait pas, donc on dit Iché, mais apparemment il y en a qui disent Isher aussi dans ma famille, donc comme tu veux, tu choisis. Merci de nous accueillir à la maison. Je sais que tu as un emploi du temps en plus qui est chargé, et surtout les enfants à s'occuper, la famille. Ouais. C'est ce qui fait l'admiration de pas mal de personnes qui m'ont posé des questions sur Karine. Comment elle fait? Voilà, donc tu nous le diras. Mais, Ouais. mais avant ça, je voulais te demander où est-ce que tu habitais et ce que tu faisais quand on n'est pas dans le confinement. Voilà. Alors, j'habite à Orlando, en Floride. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais pendant le confinement? Non, en dehors. Ce confinement, c'est bientôt fini, donc on est bientôt libéré. Ouais, Je on dirais, espère, ouais. En dehors, bah, à part jouer au golf, faire de la gym et puis m'occuper de mes enfants, j'ai pas trop le temps de faire autre chose. mais c'est déjà pas mal. Donc tu es sur le LPGA Tour, C'est ça. qui est la première division du golf, j'allais dire presque mondiale, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs circuits, mais le LPGA Tour, c'est le rêve. Même nous, les garçons, on est admiratifs de tout ce que vous faites, les femmes, sur ce tour. Comment ça se passe la vie sur le LPGA? Comment ça se passe? Ça se passe, c'est une vie assez, un petit peu solitaire au final, hein, parce que c'est vraiment un tour qui demande beaucoup, où on a beaucoup de tournois. Bon, en ce moment, évidemment, pas trop, mais en règle générale, c'est une routine à prendre. On a à peu près 25-30 tournois par an. Donc, évidemment, on ne joue pas tout. Mais c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup d'hôtels, d'avions, de fatigue aussi, parce que jouer des tournois les uns après les autres comme ça, c'est pas toujours évident. Après, toutes les joueuses sur le LPG ont plus ou moins tout un peu leur cocon. Donc les jeunes, il y en a beaucoup avec les parents, il y en a certaines avec les frères et sœurs, Ah oui, d'accord. certaines ont leur mari comme moi, les enfants qui suivent. Donc c'est un peu différent, je dois dire, du circuit européen par exemple, où là l'ambiance elle est beaucoup plus, je dirais, bon enfant, mais aussi plus convivial, parce qu'en fait, il y a un hôtel où tout le monde se retrouve et on peut aller dîner à pied. Ouais. C'est complètement différent aux États-Unis. Chacun est un peu de son côté, entre les familles qui louent des maisons ou des appartements, les joueuses qui sont toutes seules vont à l'hôtel, celles qui préfèrent être chez l'habitant. Ouais. En fait, tout le monde fait sa petite vie de son côté et c'est son job, comme on dit, quoi. Est-ce que le LPGA Tour, c'est quelque chose que tu as toujours rêvé? Parce que tu as commencé le golf, alors, si je ne me trompe pas, à 10 ans. C'est ça. Ok. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de notes sur toi. Donc, est-ce que tu as toujours rêvé, une fois que tu as commencé à jouer au golf, est-ce que tu as toujours rêvé du LPGA ou est-ce que c'est arrivé comme quelque chose de finalement logique un jour? En fait, mon rêve de gamine, c'était de passer pro. Donc, Ouais. je l'ai fait sur le circuit européen. Après, j'ai vite fait le tour et je me suis rendu compte que le gros niveau, le haut niveau, et là où ça se passait, c'était aux États-Unis. Ouais. Donc, j'en ai vite fait un objectif, de venir jouer ici, parce que tout est évidemment à l'échelle du pays, tout est énorme, tout est. Euh, les tournois sont beaucoup mieux dotés, les parcours sont beaucoup mieux, il y a les meilleures joueuses du monde y jouent. Donc ça aussi, c'est important. Quand on a un objectif de réussir une carrière, autant se frotter aux meilleurs. Tout à fait. Donc maintenant, vous êtes quand même pas mal parce qu'il y a Adrienne Mork, basée aux États-Unis, je crois, qui est toujours à Orlando d'ailleurs, qui travaille au Texas mais qui est à Orlando. Il y a Patricia Meunier-Lebouc également qui est avec Antoine, qui est à l'Ibis Golf Club un peu plus bas. Est-ce que vous communiquez tous entre vous ou que très, très peu, assez occasionnellement finalement?
Ouais, on est tous assez bons potes, assez bons copains. Donc, souvent, je dirais non, hélas, parce que bah, évidemment, chacun a sa petite vie de son côté. Mais ouais, on communique, on s'appelle de temps en temps, on se fait une bouffe. Ouais, ça reste quand même assez convivial. On n'est pas non plus très nombreux en Floride, on est loin de notre pays. Donc, Et puis, les peu de Français, autant bah, se voir ou garder contact de temps en temps. Ouais. ouais, parce qu'il y a Marie Pali aussi qui nous a d'ailleurs, que je remercie, qui nous a mis en relation pour notre entretien d'aujourd'hui, qui elle est en Arizona. Donc après là-bas, les distances sont pas non plus, on n'est pas, on n'est pas non plus tous au bout de la rue. Même quand on dit qu'on n'est pas loin là-bas, c'est souvent quand même 1 heure de vol, quoi, ou 3 heures de route, quoi. Bah, c'est ça, Mm, Patricia, elle est à mm, 3 heures de route, mm, Anne-Marie, elle est à 3 mm, heures et demie de vol ou mm, 4 heures. Bon, on n'est pas loin, on est dans le même pays, mais évidemment, ouais, les États-Unis, c'est énorme. Donc, ouais. mais bon, on est souvent en contact et on est tous quand même en relation plus ou moins tout au long de l'année. Ouais. Quand je parcours tes photos, je me dis, Karine, elle est comme un poisson dans l'eau là-bas. Est-ce qu'un jour tu envisages de revenir, un jour dans longtemps, de revenir en France, ou je dirais pour t'installer, ou est-ce que tu dis non, maintenant ma vie elle est ici, c'est là que je suis heureuse et j'adore? Je sais, dans un futur lointain, peut-être. D'accord. J'ai 2 petites filles, une de 8 ans et une de 1 an. Donc celle de 1 an, bon, elle ne comprend pas. Mm. Mais actuellement, celle de 8 ans, la faire vivre en France, ce serait très dur. Mais elles Ses sont, racines Karine, sont là. elles sont nées sur le sol US. Ouais, elles sont américaines, ouais. Enfin, elles ont les 2 nationalités, mais elles sont nées aux États-Unis. Celle de 8 ans, si je lui dis demain: «Écoute chérie, on repart en France», ça va être très compliqué. Donc, Bon. peut-être un jour, quand elles seront grandes et elles seront parties de la maison, mais dans l'immédiat, non. Non, notre vie, elle est plutôt ici. Alors, j'ai vu une petite vidéo de toi en train de faire la muscu à la maison, parce que dans cette période, ben, on ne peut pas faire grand-chose, hein. Et j'ai vu tes enfants qui se baladaient. Est-ce que la grande regarde sa maman en disant: «Je veux faire comme toi, maman, un jour», ou pas du tout? Pas du tout. Très bien. OK. Pas du tout. Des fois, on dit les enfants veulent copier, mais Ouais. non. Elle nous a toujours suivis depuis qu'elle est bébé, hein. On l'a Mmh. toujours pris avec nous sur le tour parce qu'on a la chance d'avoir une crèche. Et ça, c'est un énorme avantage quand on est joueuse, parce qu'on peut concilier la vie de mère et la vie de Mmh. joueuse. Mmh. Donc, elle nous a toujours suivis sur le circuit depuis qu'elle est bébé, hein, depuis qu'elle a 3 4 mois. Et elle a grandi vraiment sur le tour, elle. Et donc, pour elle, le golf, ça signifie bah, papa et maman, ils s'en vont. Donc, on la laisse, Ah même oui. si elle adore les nounous qui sont sur le tour. Elle a grandi avec les autres enfants d'autres joueuses, donc ça, c'est marrant à voir. Mais il y a quand même, bon, il y a des fois, je partais en Asie ou loin et je ne la prenais pas. Et puis encore plus maintenant, parce que bah, maintenant, elle va à l'école. Donc, c'est complètement différent. Autant quand elle avait 3-4 ans, c'était facile de l'emmener partout. Maintenant, 8 ans, 9 ans, bientôt. Je ne peux pas lui faire louper l'école comme ça pendant 1 mois ou 2 mois d'affilée. Donc, en général, mes parents viennent ici à la maison pour garder les enfants et nous, on s'en va. Ouais. Et elle commence à venir me dire: «Écoute maman, quand est-ce que tu changes de métier? Parce que j'en ai marre que tu t'en ailles». Mmh. Donc ça, c'est un crève-cœur un peu parce que Mmh. maintenant elle réalise, beaucoup mieux et c'est Mmh. dur pour elle de voir ses parents partir. Donc le golf pour elle, c'est pas une passion, elle y joue. Elle D'accord. a son sac de golf, Mmh. elle tape des balles au practice, elle amuse 5 minutes, mais elle, en faire son métier, pas du tout, non. Très bien. Ou au moins en jouer un peu plus, c'est très clair. Tu as gagné 6 tournois, donc, et puis tu as un nombre incalculable de top 10, top 5. J'ai pas noté parce que sinon j'ai pas assez de place. Donc, 6 tournois gagnés, tu as joué 4 fois la Solheim Cup. Est-ce que on n'a pas encore abordé dans nos émissions la Solheim Cup? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots pour ceux? Alors, tu l'as joué en 2002, 2013, 2015, 2017. C'est pas rien. Est-ce que tu peux nous en parler pour ceux qui connaissent pas trop le golf, pas trop la Solheim Cup? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots et qu'est-ce que tu tires de cette expérience? Alors, la Solheim Cup, c'est l'équivalent de la Ryder Cup chez les garçons. Donc, c'est les États-Unis contre l'Europe en équipe. Donc, c'est une équipe de 12. C'est une expérience unique parce que
Parce que quand on fait partie de l'équipe européenne, en fait, dans l'équipe, on n'est pas toutes du même pays. Donc, contrairement aux États-Unis, où eux, ils sont tous américains et ils arrivent à créer peut-être une émulation vraiment patriotique, nous, il faut justement travailler là-dessus parce que on se retrouve avec des Espagnols, des Anglais, des Italiens, des Suédois. On est pour une semaine obligé de faire équipe avec des filles avec lesquelles finalement on se bat toute l'année contre, quoi. Donc c'est enrichissant parce que ça demande un travail sur soi déjà, parce que faut pas se leurrer non plus, hein, c'est pas non plus le monde des bisounours où tout le monde est meilleur ami, hein, surtout chez les filles. Il y a toujours la rivalité et les petites histoires et on n'est pas les douces sont pas les meilleurs amis du monde, hein. Donc la semaine de la Solheim Cup, il faut vraiment réussir à mettre de côté des choses personnelles, à mettre de côté son jeu perso et puis créer un esprit d'équipe avec des filles pendant voilà, on ne forme qu'un, quoi. Et c'est enrichissant et ça fait travailler plein de côtés mentaux et estime de soi et donner aussi un petit peu aux autres pendant cette semaine. Et puis après, golfiquement, c'est génial parce qu'on doit vraiment élever son niveau de jeu. Karine, on a l'impression en t'écoutant que ça a l'air d'être une des missions premières du coach ou des coachs, de l'encadrement, de faire en sorte déjà que tout se passe bien parce que je pense que ça peut avoir des conséquences dramatiques si déjà il y a des soucis avant même d'aller sur le parcours, s'il n'y a pas une ambiance minimale, ça peut affecter les résultats directs. Ça, c'est le gros boulot de la capitaine, en fait. C'est la capitaine pendant 2 ans qui va former son équipe, qui va être sur les tournois, qui va parler aux joueuses potentielles, qui vont être sélectionnées. Justement, c'est son boulot de créer ça, de créer des journées ensemble où on fait autre chose que du golf, pour justement créer cette émulation et créer cette chose qui va se passer pendant une semaine et qui après va disparaître. Mais ça, c'est vraiment l'objet de la capitaine et c'est ce qui fait aussi une bonne capitaine. Une bonne capitaine, c'est la fille qui va réussir à créer une équipe hyper soudée. Et alors après, la deuxième mission, une fois que vous êtes sur le terrain, c'est que tu représentes l'Europe et tu n'es plus toute seule. Donc, c'est pas rien, quoi. C'est aussi ça doit être aussi gratifiant à titre personnel quand même d'être ouais, c'est sélectionné. super gratifiant. Ouais. C'est super gratifiant et c'est une semaine unique parce que d'un sport individuel, on se retrouve en sport collectif, en fait, en équipe. Et ça, étant européenne ou étant américaine, on a la chance de pouvoir le faire. Maintenant, il y a une autre compétition qui s'appelle l'International Crown qui réunit aussi les meilleures nations. Mais je veux dire, quelqu'un qui vient d'un autre pays n'aura jamais la chance de connaître ça. Par exemple, une Mexicaine ne connaîtra pas ça. Parce que l'équivalent de la President's Cup chez les filles n'existe pas. Donc, il n'y a pas les États-Unis contre le reste du monde. Oui. Donc, c'est unique. Il faut vraiment, en tant qu'Européenne ou Américaine, avoir vraiment... être au courant que c'est une chance de faire partie d'une équipe comme ça, que ce soit américaine ou européenne. Et puis, c'est une telle expérience, il y a une telle pression durant cette semaine que quand on sort d'une Solheim Cup, quand on a été sélectionné déjà, parce que déjà avant d'y être, il faut être sélectionné, donc ça veut dire qu'on a fait déjà 2 bonnes années, parce que c'est tous les 2 ans. Et quand on sort de cette semaine, on se dit, si j'ai réussi à faire ça, en fait, le tournoi de la semaine prochaine, là, c'est gnognotte, quoi. Parce que si on a réussi à jouer un bon golf à ce niveau-là et à ce niveau-là de pression, je veux dire, tout à côté paraît super facile. Est-ce que tu as senti, toi, chaque fois que tu as fait ces épreuves-là, est-ce que tu as senti que ton niveau de jeu s'upgradait? Parce que d'habitude, tu fais bien les choses. Et là, est-ce que toi, tu sens que là,
tu passes à un cap au-dessus par l'événement, quoi. Par la pression, par l'événement, par la Mm. volonté de faire bien pour les autres aussi. Parce que on joue pas pour soi. On joue pour les 11 autres qui sont à côté, quoi. Donc, un putt à mettre a une totale autre conséquence que si on loupe pour soi, quoi. Que sur un tournoi normal, on loupe un putt au 18 ou bon, c'est embêtant, ça, c'est pas agréable. Mais là, quand on loupe un peu pour son équipe, c'est un autre sentiment et un autre ressenti, quoi. Donc, ouais, il faut le niveau de jeu. Moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai joué, il y a quelque chose de magique qui se produit et c'est un petit peu, c'est comme si tout d'un coup le niveau augmente, quoi. Et je pense que c'est en partie par rapport à la pression. Alors, je sais qu'il y a évidemment l'envie de bien faire, mais sans tomber dans trop vouloir bien faire. Donc ça, je suis certain que tu le fais à merveille. Est-ce que malgré toutes ces compétences que tu as, il t'arrive d'avoir des passages où, justement, avec cette pression, tu perds un peu de lucidité et tu te dis, mince, j'y suis plus là. Et genre, je me ressaisis. Ça t'arrive, ça? Parce que là, Ouais, là je dirais que ça peut arriver à cause de la fatigue, en fait. d'accord, Parce que bon, il y a 36 trous, bon, tout le monde ne joue pas tout, hein. Il n'y a que quelques joueuses qui vont toujours jouer tous les matchs, mais il y a 36 trous le vendredi, 36 trous le samedi, 18 le dimanche. Donc quand on arrive au dimanche et qu'on a déjà fait au moins une journée à 36 trous, avec cette pression-là, on peut perdre un peu en lucidité. ouais, d'accord. Le public aussi joue énormément. La pression du public, ce qu'ils peuvent dire, parce après, on se retrouve dans un stade de foot, hein. Ouais. C'est justement le jeu, et encore plus aux États-Unis. Quand ça se passe aux États-Unis, c'est vraiment le public est contre l'Europe, hein, et vice-versa. Mais on peut vite tomber dans le piège de perdre son sang-froid, en fait. C'est énorme. Bon. Comment tu te vois, toi, comme joueuse? Parce que, alors, moi, te connaissant, mais sans te connaître beaucoup, mais te connaissant quand même, quand je parcours ce que tu fais dans ta carrière, je me dis, quelle régularité. Tu as une consistency, comme disent les États-Unis, aux États-Unis, les Américains. Comment toi, tu te vois comme joueuse? Tu te vois comme une attaquante, comme une stratège, comme une joueuse, je dirais, qui prend souvent des risques ou qui est plutôt… Comment tu te vois comme joueuse, toi? Alors moi, je me vois plutôt comme une joueuse régulière, on va dire. D'accord. Je suis pas une joueuse, je suis pas une longue frappeuse et voilà, je suis plutôt régulière et ma carrière en est un peu l'image, quoi. J'ai toujours eu des résultats toujours assez réguliers. C'est un petit peu peut-être aussi pour ça que j'ai jamais gagné aussi, c'est que je pense que c'est Alors, dans pas ma nature gagné pas assez. sur le LPG, précisons pour ceux qui nous écoutent, hein. Pas Ouais, gagné sur LPG, ouais, ouais, pas assez attaquante. Donc, d'accord. ça rentre un peu dans le même sac, tout ça. Donc, je me qualifierais plutôt de quelqu'un plutôt ouais, régulière et ça se retrouve dans mon jeu aussi. Je loupe pas beaucoup de fairway, je prends beaucoup de green. Bon, je mets pas assez de potes à mon goût, mais c'est sûrement pour ça que j'ai jamais gagné ici. Mais en gros, ouais, c'est plutôt je suis pas dans la catégorie, je prends des risques, je tape loin, grosse frappeuse, c'est plutôt l'inverse, quoi. D'accord. Est-ce que je peux te poser cette question délicate de dire, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu modifies un peu justement cette destinée vers la victoire? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Il faudrait, je pense déjà que je putte mieux, que je mette plus de putts. Après si j'arrive, donc je prends un petit peu le problème à l'inverse, en fait. Au lieu de le prendre à l'origine, je le prends à l'envers. Pour mettre plus de putts, bah, il faudrait D'accord. que je sois plus proche des drapeaux. Pour être plus proche des drapeaux, c'est quand même plus simple quand on a un fer 8 que quand on a un fer 6 dans les mains. Donc, on revient au fait de gagner de la distance et d'être plus long au drive. Donc, voilà, c'est tout ce que je recherche depuis un moment. Je suis bien consciente au stade où j'en suis dans ma carrière, je ne vais pas gagner 50 mètres en longueur comme ça. La longueur, on l'a ou on ne l'a pas. Ça fait partie aussi beaucoup des fibres musculaires. Mais c'est vrai que j'essaye
de travailler sur mon physique, l'explosivité, le fait de gagner un peu en vitesse pour, même si j'arrive à gagner ne serait-ce que quelques miles par heure de vitesse de swing, à l'arrivée, ça peut faire 4, 5, 6, 10 mètres. 10 mètres, ça fait un bon club. Un club, ça peut faire la différence parce que quand on a un fer 7 dans les mains au lieu d'un fer 6, on a quand même plus de chances d'être proche du drapeau. Proche du drapeau, plus d'occasions de birdie, plus de putts. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est un cercle vicieux, quoi, ou vertueux, comme on choisit de le voir. Est-ce que ton ressenti, avant de passer aux questions de nos internautes, dernière question est-ce que ton ressenti est toujours en phase avec ce qui va se passer? Je m'explique. Tu arrives des fois dans un tournoi et tu te dis, ah là, je me sens bien. Cette semaine, je me sens bien. Tu joues comme d'hab. Ni bien, ni pas bien, mais comme d'hab. Et des fois, tu dis, bah tiens, là, je sais pas, je me sens un peu moins bien, mais ça va. Et ça se passe super, super bien. Est-ce que ce que tu ressens, c'est ce qui va se passer ou pas du tout? À chaque fois, c'est au jour le jour, et puis quand ça avance, ça change tous les jours. Qu'est-ce qui se Alors, passe? c'est marrant, c'est une bonne question, ça. Alors, de par mon expérience, ça fait quand même 15 ans que je suis sur le tour et j'en ai parlé avec d'autres joueuses de ça. En tout cas, pour moi, à chaque fois que j'ai senti un truc, genre je me sens bien et tout, c'est toujours l'inverse qui s'est passé. Et même dans le détail, par exemple, j'arrive le matin au practice, je fais une super séance d'entraînement, d'échauffement, je mets les balles où je veux, les drives, c'est que des i, les coups de wedge, ils sont toujours sur la cible. Et ben, tu peux être sûr que je vais jouer comme une patate. Voilà. Et il y a des ce matin aussi où tu arrives au practice et où rien ne va et les balles vont pas où tu veux, tu fais un push au drive ou un pull. Et en général, ça a toujours été mes meilleurs parcours. Donc j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on a un ressenti forcément que ça va se passer. Et spécialement au golf, en tout cas, moi, l'expérience et le résumé que je peux en faire, c'est que quand un échauffement ne se passe pas comme on veut, on va être beaucoup plus alerte, on va faire beaucoup plus attention. En tout cas, moi, je vais faire plus attention à mes bases, à mon grip, mon alignement, parce que je sais que aujourd'hui, ça va peut-être pas partir où je veux. Et donc, comme je vais faire plus attention, je vais être plus attentionnée, c'est là où je vais faire le moins d'erreurs possible. Alors que vice-versa, si je suis en pleine confiance, je vais évidemment faire moins attention. Et si je fais moins attention, des petites fautes, d'erreurs, d'inattention, en fait, vont se produire. Et c'est là le piège, quoi. Donc, moi, j'essaye de ne pas forcément écouter les pressentiments ou les sensations que j'ai. Alors, je les écoute forcément, hein. Mais vraiment, dans le détail, non, je prends vraiment au jour le jour, comme ça vient, comme ça se passe. Et puis au golf, tout le monde le sait, hein, et tu étais bien placé pour le savoir aussi. C'est pas parce que on sent un truc que ça va se passer, hein. Il y a tellement d'impondérables qui peuvent arriver au golf que il faut vraiment s'adapter coup par coup, trou par trou, du 1 au 18. Et tant que la balle n'est pas dans le trou au 18, faut être vigilant. Est-ce que tu es rattaché à un club à Orlando ou pas spécialement? Tu vas un peu où tu veux? J'étais rattachée à un club, mais l'entretien était tellement déplorable depuis un certain temps que j'ai résilié. Donc là, je vais un petit peu où je veux et je tape des balles dans un golf à côté de chez moi, là. Et puis bon, nous, on est tout le temps on est tout le temps parti en tournoi, donc c'est un petit peu différent aux États-Unis, contrairement en France. En France, on est accueilli à bras ouverts quand on est pro où on veut. Et ça, je tiens à remercier tous les golfs français parce que c'est vraiment une chance d'avoir ça quand on est pro. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se rendent compte de ça, du fait qu'on peut jouer gratuitement où on veut. Aux États-Unis, pas du tout. Quand on est pro, on paye sa cotisation comme tout le monde, au même prix. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et les cotisations ici, en général, quand on veut un bon golf, elles ne sont pas données. Ouais.
C'est clair. C'est quand même une chance qu'on a en France d'avoir cette reconnaissance en tant que pro. C'est pas un dû, c'est quand même c'est bien de la part des golfs. C'est un privilège. Ouais, c'est un privilège, mais qui n'est pas non plus forcément naturel, quoi. Ouais. Parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Les directeurs de golf ont aussi la même chose, les présidents d'AS également. Je pense que c'est aussi pas mal que les métiers du golf, on est aussi des apporteurs d'affaires. Après, on amène des gens aussi. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a tellement ils ne le voient pas comme ça. Tout à fait, Karine. Ce que je trouve complètement débile, parce qu'un golf, s'il autorise des pros à venir jouer, par exemple, gratuitement, sachant qu'on n'est pas souvent là, en contrepartie, dire, bah voilà, en contrepartie de la gratuité, bah, vous jouez avec les jeunes du golf, du club, les nanas, bah, on fait une partie de temps en temps, ou un pro, bah, tu joues avec des messieurs, voilà, un dimanche, bah, ça arrangerait tout le monde en fait. C'est clair. Mais ils ne le voient pas comme ça. Mais c'est un bon rappel, tu as bien fait de le dire. Anne-Marie Pali, qui est notre amie commune, donc je lui laisse l'honneur, te pose la question suivante. Donc maintenant, les questions n'engagent plus moi du tout. Hein. Vas-y. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu es maman? Ce que j'ai appris sur moi, c'est que en fait, je ne passe plus en premier. Je ne fais plus passer mon intérêt personnel voilà, en priorité. Chose que tout sportif doit faire. Quand on est sportif de haut niveau, bah, il faut être super égoïste. C'est une des raisons. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, je me suis fait tirer les oreilles. Mais bon. Ah ben non, pour réussir dans le sport, il faut être égoïste, il faut penser qu'à soi. On ne peut pas réussir dans le sport de haut niveau si on n'est pas égoïste. Ça, c'est qu'on me prouve le contraire. Je veux dire, pour atteindre un certain niveau, mais dans tous les sports, hein, je ne parle pas qu'au golf, hein, dans tous les sports, il faut faire passer son intérêt en premier, tout le temps. Mais quand on devient maman, ben, on n'est plus seul. Donc voilà, aller prendre un massage pour récupérer le samedi après-midi, bah, ça je le fais plus parce que je préfère passer du temps avec mes enfants. Emmener ma fille au cheval, ben voilà, je le fais. Je vais pas forcément aller au cinéma voir un film. Ou si j'y vais, bah, c'est pour aller voir Le Roi Lion ou Frozen. Hein, voilà. C'est plein de choses comme ça quand on devient maman. En plus, c'est un métier hein, d'être maman. Hein, Patrice Amadieu qui t'aime, voilà, Patrice Amadieu qui t'aime beaucoup dit c'est une super working girl. J'essaye de concilier les deux. Hein. Être parent, c'est pas évident. C'est le plus dur métier au monde et je veux bien le croire maintenant que j'y suis. Sa deuxième partie de la question, tu as déjà amené des éléments de réponse. C'est ben voilà, comment tu fais justement, mais tu as déjà amené des éléments de réponse, c'est un métier. Comment tu fais pour gérer tes tournois, l'entraînement, les enfants, les voyages, le logement? Comment tu fais? Je pense que ton mari t'aide quand même pas mal aussi. Mon mari m'aide beaucoup, oui. Il s'occupe aussi beaucoup des enfants, de la logistique, tout ça. Bon, on est deux. C'est un boulot à plein temps. On essaye de faire au mieux. On essaye de faire au mieux pour nos enfants. On fait des erreurs, hein, comme tout le monde, mais on estime que, bon, bah voilà, on essaye de concilier les deux le mieux possible. Et bon, c'est sûr que bah, le temps personnel et le temps pour les loisirs, ils passent parce qu'au bout d'un moment, les journées, elles ne sont pas extensibles. Et aussi, il faut trouver du temps aussi pour se reposer, pour dormir. Quand on est sportif, on a besoin de récupérer aussi. Donc, il faut mettre tout ça dans la balance. Et bah, des fois, c'est pas évident, mais on essaye de faire comme on peut. On sent que si tu ne fais pas cette prépa physique, c'est trop dur à tenir, hein, tout ça. On sent que tu es obligé d'être super en forme. C'est d'ailleurs une question que te pose Patrice. Hein, j'en profite puisqu'on parle de ça. Parce qu'il t'a posé une question, Patrice. Il te dit tu n'as jamais été aussi fit. Quel est ton secret? Alors, ouais, j'ai beaucoup plus de sport, de préparation physique en ce moment parce que bah, situation oblige. Hein. Le golf, j'en fais
pas, parce que pour moi, c'est pas, ça sert à rien en ce moment. Comme on n'a pas vraiment de date de reprise, s'entraîner sans objectif, j'en vois pas l'intérêt. Donc, je fais pas mal de sport. Je me suis trouvé une nouvelle passion pour tout ce qui est pilates, yoga. Je me rends compte que depuis, ça fait 15 ans, j'ai fait de la préparation physique générale, spécialisée, TPI et compagnie. Et j'ai jamais vraiment trouvé que ça m'aidait vraiment spécifiquement au golf. Là, le fait de travailler différemment, je m'affite mieux. Je fais aussi attention à ce que je mange. Je me suis beaucoup penchée sur la nutrition ces derniers temps. Je m'alimente différemment et ça a l'air de porter ses fruits. Donc, je continue. C'est donc plus de la musculation naturelle et profonde. C'est plutôt ça. Profond, travailler les muscles profonds, beaucoup sur l'équilibre, la proprioception, le gainage. Je fais beaucoup de gainage, abdos, lombaires. Je travaille aussi les jambes parce que la puissance, comme je suis en recherche de puissance, ça passe aussi beaucoup par le bas du corps. Donc, je travaille là-dessus justement pour essayer de gagner en vitesse et d'être plus fit sur un parcours de golf et puis de sécher aussi en graisse parce que je me rends compte que si on perd 5, 6, 7, 10 kilos de graisse, c'est toujours 10 kilos en moins à porter sur un parcours de golf, multiplié par le nombre de kilomètres qu'on fait par semaine, par mois, par année. À la fin de l'année, ça fait quelques... Ce que tu dis, j'ai eu l'image de prendre dans ses bras 7 bouteilles de litres d'eau. Voilà, prenez un pack d'Evian au supermarché de 6 bouteilles d'1,5 litre. Voilà, et puis trimballez-vous-le toute la journée à bout de bras. Voilà, et puis au bout de la journée, vous êtes exténué. C'est un peu similaire quand on perd du poids et quand on s'affite. Hein. C'est ce poids-là en moins toute la journée à traîner. À la fin d'une vie, ça joue, je pense. Ouais, c'est clair. L'image est très, très concrète. Hein. Là, on a pris ce qu'il fallait. Et Alors, même monter des escaliers avec un pack de 6 d'Evian ou pack d'eau d'Evian, je veux dire, monter 2 étages avec 7 kilos en plus, là, en haut, on arrive essoufflé. Hein. C'est clair. Alors, Charles Auberger, te pose la question suivante, mais tu as déjà donné des éléments de réponse, donc on peut un peu la masteriser. Il te dit, c'est élémentaire, mais quelles sont les clés pour réussir sur le LPGA? Alors, si tu veux, on va plutôt parler de l'accès au LPGA. Ça variera un peu la question, parce que tu nous as déjà donné des éléments de réponse tout à l'heure. Le niveau de jeu, on sait très bien qu'il est énorme. On sait très bien qu'il faut être complet. Donc ça, c'est certain. Mais l'accès au LPGA, c'était pas rien non plus. Il faut passer par des cartes. Alors évidemment, les cartes, on n'est pas tout seul à vouloir les passer. Donc il y a trois stages maintenant, donc c'est-à-dire l'équivalent préqualification, ce qu'on appelle PQ1, PQ2 dans le langage un peu golfique. Donc voilà, à la fin, on arrive à un tournoi où ils prennent un certain nombre de joueuses. Ça varie tous les ans en général. Et puis, on accède comme ça sur le tour. Après, il y a aussi un tour satellite, donc un deuxième tour aux États-Unis qui s'appelle le Symetra, où là, c'est un tour où le niveau est moins haut, mais qui permet aussi aux 10 premières d'accéder sur le LPGA à la fin de l'année. C'est plus un contrôle continu, quoi. Voilà, ouais. Toi, tu l'as fait comment? Moi, je l'ai fait par les cartes. Donc, ma première tentative, c'était en 2003. J'ai échoué. Enfin, j'avais une carte partielle, mais j'ai continué à jouer en Europe. Et après, j'ai retenté ma chance en 2004. Pareil, j'ai eu une carte partielle, mais là, une meilleure catégorie. Donc, ce qui m'a permis de rentrer sur un tournoi au Mexique en 2005, où je pouvais rentrer parce que toutes les joueuses n'étaient pas inscrites. Et donc là, à ce tournoi-là, j'ai terminé deuxième. Donc, j'ai pu être remise dans le classement et je suis rentrée sur le tour comme ça, en fait. C'est une semaine qui est terrible, les Q-School, non?
Mais oui, parce on joue son année en fait. On joue son année, pour certains sa carrière, Mm. parce qu'il y a certains joueurs ou joueuses qui se disent bon voilà, j'essaye cette année, si je réussis pas, ben, je fais autre chose. Voilà. Donc c'est pas juste on joue un tournoi, c'est Mm. on joue son avenir quoi. Donc Mm. la pression est autre et complètement différente, bien qu'il faille il faut la mettre de côté et pas trop y penser, mais en général, c'est pas trop possible ça, on y pense quand même beaucoup. Karine, je marque, avec ton accord, une pause. OK. Reprise, Karine. Oui, donc ces cartes, c'est pas rien. Alors, Claude te pose la question, quelle différence entre les nouvelles joueuses qui arrivent et toi, bien que moi je te considère encore dans les nouvelles, mais on va Oh, dire, c'est gentil ça! ben oui, parce qu'il y a plusieurs générations. Oui. Claude est une femme, hein, Ah! OK. voilà. Quelle différence entre justement ces générations? Ben, moi, je te considère au milieu, quoi, hein, voilà. Mais tu ressens les petites jeunes qui arrivent, pour parler de ce que je veux dire, comme par exemple Céline Boutier, voilà. S'il y en a des différences, à quoi seraient dues ces différences? Est-ce que les jeunes qui arrivent ont plus d'encadrement, des formations différentes? Par rapport à toi, je suppose que tu as dû, même si tu as eu un bon encadrement, tu as dû quand même donner beaucoup de toi-même. Tu as dû des fois être très seul dans tes entraînements aussi, je le sais. Et il n'y a pas toujours un staff tous les jours autour de toi. Et donc maintenant, on a le sentiment que justement, c'est un peu différent. Quel est ton avis? Alors la différence entre les jeunes qui arrivent Mmh. et ma génération en fait, hein, Voilà. maintenant, il y a tellement d'outils techniques, il y a tellement d'outils pédagogiques, qui sont en place que, je dirais les jeunes maintenant, elles arrivent avec un swing beaucoup plus pur, Ah, beaucoup plus, calé, avec les bonnes bases, voilà. Moi, quand j'ai commencé à jouer au golf, il y avait pas de TrackMan, il y avait pas de vidéo ou très mmh, peu, il y avait pas de ralenti, on n'avait pas d'iPhone, on n'avait pas ouais, tous c'est ces ça. outils-là. Donc, je suis arrivée sur le tour avec un bagage technique qui était autre que les jeunes qui arrivent maintenant, qui ont un swing hyper pur, sans trop de fautes, qui s'entraînent physiquement comme il faut. Moi, quand j'étais gamine, quand j'avais 20 ans, la préparation physique, c'était bon, bah, voilà, tu mets ta paire de baskets, tu vas courir, Ouais. tu fais des abdos, et puis voilà, il n'y avait pas Mmh. toutes ces nouvelles techniques. Donc, le progrès fait que les jeunes d'aujourd'hui, elles ont un niveau qui est beaucoup plus technique, hein, de technicité beaucoup plus haut qu'avant. Maintenant, la différence entre moi et elles, c'est l'âge, hein, déjà. Mais elles tapent beaucoup plus fort parce que comme elles ont Ah, un swing qui est beaucoup plus pur, déparasité. Mmh. réglé, Mmh. avec beaucoup moins de fautes, Mmh. ça et la préparation physique qui va avec, et ben ça permet de taper plus fort. Ouais. Donc par rapport, avec Céline, par exemple, Céline Boutier, qui est une bonne copine, on a un peu le même jeu, on tape à peu près pareil. Elle est pas non plus dans des grosses frappeuses, moi j'ai jamais été. Bon, la différence avec elle, c'est qu'elle putt mieux que moi, donc elle a des meilleurs résultats que moi, mais on a un peu le même jeu. Après les autres jeunes qui arrivent maintenant, c'est vraiment la différence, c'est au niveau longueur de balle, D'accord. grâce à tous ces outils techniques qui sont en place, quoi. Question de Lorraine. As-tu une chance de venir jouer l'Évian en août si il est maintenu? Alors, s'il est maintenu, évidemment, oui, j'adorerais venir jouer en août. Maintenant, il faut que je me qualifie, comme tout le monde, pour le jouer. Donc après, le fait de ne pas jouer, je ne sais pas comment le tour Mmh. va faire les critères de sélection pour ce tournoi-là. C'est vrai que ça remet en question beaucoup de choses, hein, le fait de ne pas jouer. Mais j'espère, oui, j'espère de tout cœur être à Évian en août cet été. Après, comme on en a déjà parlé avec les différents invités qui sont venus dans notre émission, ça a été pour tout le monde pareil. C'est pas une qui est blessée et qui est mise de côté et qui dit: «Ah, il faut que je rattrape».
tout le monde a été arrêté. Donc, c'est ça. Ouais, tout le monde a arrêté, tout le monde a plus ou moins joué depuis ces 2 derniers mois. Donc, ça va être intéressant quand retourner sur le tour. Il va y avoir un peu un temps d'adaptation, justement, à se remettre dans la routine. Parce que bon, depuis 2 mois, là, tout le monde a une vie un peu différente. Tout le monde fait autre chose, ce qui est pas mal aussi, d'un autre côté, parce que on se rend compte qu'on fait d'autres choses qu'on ne faisait pas avant. Et oui. On a plus le temps, mais bon, après, ça soulève des soucis aussi financiers, économiques, etc. Donc, ça serait bien d'arriver au bout de cette crise assez vite, quoi. C'est clair. Moi, je suis naturel optimiste, donc je pense que les choses rentreront correctement, assez même rapidement dans l'ordre, avec certainement, évidemment, des mauvaises nouvelles, parce qu'il y a des fois des annulations de tournois, bien sûr, c'est insupportable. Mais je pense que globalement, à la fois, les choses vont rentrer dans l'ordre, et également, je pense aussi que vous n'aurez pas de problème toutes à regagner votre niveau d'avant. Les automatismes sont là, et au bout d'1 mois, je pense que vous serez Oui, revenu je comme pense. avant. Ouais. Oui, le jeu revient assez vite. Après, c'est justement, voilà, est-ce que tous les sponsors seront là? Est-ce que, parce que bon, ce qu'on coupe en premier dans des difficultés, c'est les budgets pub. Donc, c'est vrai, Karine, mais de notre côté, comme il y aura moins de tournois, c'est aussi une occasion de montrer la présence. Et ça peut être aussi un atout pour un sponsor, de prendre un aussi, risque de ça. Ouais. Donc, on croise les doigts, quoi. Exactement. Franck, question. Importance de la connexion œil-cible. Alors, je pense qu'il aurait pu rajouter œil-main-cible, mais voilà la question. C'est-à-dire vraiment, ce coup-ci, l'intention, je pense que c'est ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'appuies beaucoup? Oui. Alors, œil, ça fait référence à la vision, donc un des sens. Donc, au golf, c'est le premier sens qu'on utilise, la vision, même un peu trop d'ailleurs, parce qu'à tout niveau, même au nôtre, qu'on soit débutant, pro, peu importe, ce qu'on voit, c'est ce qui dérange en général au golf. On a tendance à voir l'obstacle d'eau, le bunker, le hors-limite à droite, à gauche. Donc, la connexion cible-œil, c'est super important parce qu'en fait, c'est la ligne droite qui part de l'œil jusque là où on veut que la balle arrive. Moi, j'ai toujours pris comme habitude de réduire justement ma cible. Par exemple, si je me dis, voilà, je vise cet arbre, je vais essayer plutôt de viser une branche ou quelque chose de beaucoup plus petit pour justement réduire ce champ de vision et vraiment me focaliser que sur une cible qui est toute petite. Contrairement à, par exemple, se dire, voilà, je joue la tour télé, ça va être trop large, trop gros. Je vais plutôt prendre, tiens, je vais jouer le mec qui est en rouge au pied de la tour télé. Voilà. C'est vraiment très petit parce que la tour télé, c'est déjà pas grand à distance. Ça dépend à quelle distance on est, mais oui, sur moi, un j'ai parcours toujours essayé justement de prendre des cibles beaucoup plus petites pour justement réduire ce couloir et vraiment me concentrer que là-dessus pour envoyer la balle où je veux. Le système nerveux, pour ceux qui nous écoutent, fonctionne beaucoup mieux quand la cible est petite et puis en même temps, ça baisse le rythme cardiaque. Petite fenêtre, c'est pour ça qu'on joue mieux. C'est vrai. Donc, très important, oui. Reçu 5 sur 5, Karine. Quel rêve golfique, alors pas forcément des tournois, mais quel rêve golfique te resterait-il à accomplir? Maintenant, ce serait gagner un tournoi sur le circuit américain. Très bien. Même si, bon, ma carrière, elle est plutôt derrière que devant moi. J'espère que je pourrai... qu'il me reste encore quelques années ou quelques tournois à faire et réaliser, concrétiser ce rêve de gamine que j'ai depuis pas mal de temps maintenant. Est-ce qu'il y a des différences de longévité de carrière hommes et femmes? Parce que j'ai une question qui est là, mais c'est juste comme ça en passant. Est-ce que tu penses que les carrières femmes sont un peu plus courtes que les carrières hommes en général? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce qu'on voit chez les garçons 40, 45, 46 ans, il y en a, ça choque personne. Moi, j'ai 41 ans et franchement... Mais tu es jeune, Karine, tu as tout pour toi. 41, c'est rien. Mais tu plaisantes ou quoi?
je fais partie des vieilles croûtes sur le tour. Mais non. Mais Oh là si, là. si, c'est la réalité. Non, une fille joue beaucoup moins longtemps, parce que se pose le problème des enfants, tout simplement. Pour un garçon, le problème est différent. Avoir des enfants, c'est pas, c'est pas, je vais pas dire un problème, mais le garçon, il n'a pas besoin de s'arrêter pour accoucher et pour, voilà, pour tomber enceinte. Nous, les filles, on a cette chose à prendre en compte qui est la grossesse. Ouais. Donc, quand on arrive à un âge où on veut fonder une famille, beaucoup de joueuses arrêtent parce qu'elles ne souhaitent pas revenir sur le tour avec leurs enfants et veulent s'occuper de leurs enfants, ce qui est tout à fait acceptable et honorable comme choix. Toutes n'ont pas ce désir de retourner jouer avec leur bébé sur le tour, et ça se comprend. Donc c'est pour ça que la longévité chez les filles est plus courte. Et plus rare, parce qu'il y en a qui sont arrivées à la faire, mais elles sont rares. Oui, oui, parce que c'est pas facile. Mm. C'est pas facile justement de faire tous ces sacrifices-là, et il y en a qui sont pas prêtes à le faire, ce qui se comprend, hein. Tout à fait. Elisabeth, as-tu une coach mentale? Et si oui, quelle a été la... Ah, c'est Elisabeth Kellas qui est pro à Paris. As-tu une coach mentale? Et si oui, quelle a été la durée de la collaboration? Est-ce que tu as mis en place avec elle? Parce qu'elle dit, Karine a un parcours de battante. Alors, j'ai eu des coachs mentaux, oui. J'en ai pas actuellement. Ils m'ont aidé, hein, tous. Tout au long de ma carrière, j'ai tiré des choses de tous ceux que j'ai eus. Après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait ma propre sauce à moi. Parce que j'estime que le mental, en fait, il n'y a pas de... C'est pas comme un coach de golf où voilà, il y a une technique à suivre. Voilà, tu dois monter là, tu dois finir là, point barre, tu as une vidéo, un téléphone, tu te filmes et voilà. Le mental, c'est tellement large, c'est tellement abstrait, c'est tellement subtil que c'est très difficile de tomber sur quelqu'un qui va vous suivre toute votre carrière et qui va être là du début à la fin, vous faire évoluer, vous faire progresser. Moi, toutes les expériences que j'ai eues, je suis vite arrivée au bout de ce que la personne pouvait m'apporter, en fait. Donc, et ça, parce que tu as déjà une force mentale, déjà, toi, tellement en toi que tu avais besoin peut-être juste de mettre les choses dans le bon ordre, mais rien de plus, quoi, en fait. Je ne sais pas si c'est une force mentale que j'avais en moi, mais je pense que oui. J'ai toujours essayé de simplifier les choses. Ouais. Après, les préparateurs mentaux, ce qu'ils peuvent apporter, c'est vraiment un peu plus de concret dans une situation précise, genre je dois mettre ce putt-là de 3,50 m au 18 pour passer un cut. Bon, voilà, il y a des techniques précises à aborder, à mettre en place, tout ça. Mais moi, au fur et à mesure des années, j'ai essayé de me faire ma propre petite recette, ma propre petite cuisine et qui marche. Il y a des choses qui marchent pour moi, qui marcheront peut-être pas pour d'autres. Mais je trouve tellement personnel cet aspect de la facteur humain. C'est le facteur humain, Karine. C'est perso, tu as raison. C'est hyper perso et c'est aussi dangereux parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se transforment en gourous après. Hein, et il ne faut pas perdre cette authenticité qu'on a en tant que joueur et joueuse. Je veux dire, tous, autant qu'on est, si on est arrivé à ce niveau, ce n'est pas pour rien et ce n'est pas par hasard et on a quelque chose en soi qui est meilleur que les autres. Donc, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas se dépersonnaliser comme ça. Et le côté mental, j'ai envie de dire, faut y aller vraiment mollo. Prudemment. Ouais. Non, prudemment. Avec une personne de confiance, mais qui ne va pas forcément nous dire tout ce qu'il faut faire. Il faut aussi en tirer, parce que ce n'est pas un service à rendre. C'est comme élever un enfant. Il faut faire son expérience par soi-même, je pense. C'est la meilleure des écoles. Tu m'as tendu une perche, mais sans le vouloir. Donc, je la prends parce que comme je sais que beaucoup de gens ont peté sur leur tapis pendant la période que tu connais. Ah, mais alors, c'est quoi sa technique pour rentrer
le putt crucial à 1,50 m pour gagner le tournoi ou pour passer un cut. Comment tu fais? Alors, déjà, je me dis, déjà, j'essaie d'avoir confiance en moi et de puiser au fond de moi-même la confiance que j'ai. Je me dis, voilà, ça fait 20 ans que je joue au golf, des putts de 3,50 m. Si j'en ai pas fait 100 000, j'en ai pas fait un. Okay, donc, sur les 100 000 que j'ai fait dans toute ma vie, j'en ai peut-être mis, je sais pas, 80 000 ou 70 000, je ne sais pas compter. Mais si je me base sur un pourcentage, une probabilité, j'en ai mis plus que j'en ai loupé. Donc, j'essaye de m'appuyer là-dessus et de me sortir justement, de sortir la conséquence qui va arriver, quoi. Ce qui est super dur à faire parce que c'est sûr que on est tous humains et on le sait. Hein. Le putt de 3,50 m pour passer un cut ou pour gagner un tournoi ou pour gagner son match en Solheim Cup, on sait ce qui nous attend au bout, on le connaît. Donc, c'est essayer tant bien que mal d'y croire, de s'enlever, comme on dit, la outcome, la conséquence que peut avoir ce putt et essayer de le putter comme un enfant de 15 ans ou de 12 ans sur un putting green de son club en faisant un match avec ses potes et essayer de le mettre tout simplement. Revenir aux bases. C'est important ce que tu as dit. C'est important ce que tu as dit parce que très important. Parce que les adultes se limitent très vite. L'enfant ne se limite pas. Voilà, retrouver son authenticité de gosse. Tu as donné une vraie clé, Karine, là. Peut-être. C'est la soirée qui t'est dédiée, donc voilà. Il fallait que tu nous sortes quand même 2-3 choses vraiment déterminantes. Et ça va nous. Ça, j'y penserai même moi, à titre perso, je me dirais, hop, rappelle-toi ce qu'a dit Karine, sois un enfant là dans ce putt. C'est vrai que quand on regarde des enfants jouer, ils libèrent leur coup, peu importe la conséquence. Ouais, on donne un putter et une balle à un gamin de 12 ans. Le putt de 3 mètres, il va le mettre innocemment, je veux dire, avec comme ça, en s'amusant. Donc, pourquoi nous, pros, qui faisons ça depuis 20 ans, on va se prendre la tête là-dessus? Je veux dire, c'est possible. Ou des fois, on a tous eu l'expérience de prendre un putter d'une main sur un pied avec une bière à la main et le putt y rentre ou un mini-golf. Voilà, c'est essayer de simplifier les choses et de se dire que bon, au final, ça reste un putt, hein, même s'il a des conséquences. Il y a quand même des choses plus graves que ça dans la vie hein, et on le voit en ce moment. Donc, c'est clair. Message reçu 5 sur 5. Alors, les 2 dernières questions, elles sont elles sont fun. C'est 2 questions que je pose en fin d'émission à mes invités. Si tu avais la possibilité de rentrer dans une machine à voyager dans le temps et qu'on te dit, voilà Karine, tu vas partir faire un tournoi de golf, est-ce que tu veux repartir dans le passé il y a 50 ans ou dans le futur voir ce qui se passe dans 50 ans? Qu'est-ce que tu choisirais? Moi, ça me plairait bien de retourner en arrière quand même. De voir un de ces tournois où justement ils avaient des clubs en bois sur les parcours d'avant, justement pour apprécier un peu plus le moment présent et de se dire finalement c'était pas si facile que ça avant. Et quand on se prend la tête avec un grip qui n'est pas mis droit sur un club ou la férule qui n'est pas mise en draw, qui est mis en fade ou le driver qui est à 9,5 au lieu d'être à 9 ou le swing weight qui est en D1 au lieu d'être en D0. Il y a 50 ans, les gars, ils n'avaient pas tout ce matériel-là. Donc, il y avait moins de chichi. Voir comment ils faisaient pour sortir les scores qui sortaient à l'époque. Oui. Ça devait être quelque chose. Il y avait moins de chichi. Aller dans le futur, je m'imagine que dans le futur, il n'y aura que des gadgets encore plus perfectionnés les uns que les autres et ça va encore faciliter le jeu, je dirais. Donc, peut-être, retourner dans le passé, et puis voir ces vieux golfs, là, ces vieux parcours, ça a quand même quelque chose. Maintenant, on a fait la machine à voyager dans le temps, on va faire la baguette magique. Si tu avais une baguette magique et que demain, ton mari te dit « Chérie, je garde les enfants, ne t'inquiète pas, prends ta journée », au lieu d'aller faire du shopping, tu dis « Tiens, alors je vais aller faire un golf,
le golf de mes rêves, le golf que tu préfères ou que tu n'as pas encore fait, peu importe, et avec les joueurs que tu souhaites, qui tu veux. Ils seront là au départ, il n'y a pas de problème. Et vous aurez même un super déjeuner derrière. Qui choisis-tu et où vas-tu? Alors, j'aimerais bien aller à Augusta, parce qu'évidemment, c'est un golf qui est fermé. Je pense que beaucoup ont donné cette réponse. Mais aller à Augusta et peut-être prendre avec moi Tiger Woods et lui dire, voilà, on va revenir dans tous les endroits où tu as eu des coups qui sont restés dans l'histoire et refais-les et montre-moi. Bien. Ça, ce serait marrant. Personne ne m'avait jamais dit ça avec Tiger Woods. Ouais, le remettre exactement dans les mêmes positions et je pense qu'il s'en rappelle. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Le mettre dans les bois parce que c'est lui en fait qui a fait les coups les plus dingues au monde. Hein. Il y a d'autres joueurs évidemment, mais lui, ça reste quand même le monsieur du golf. Hein. Ouais. Et lui dire, vas-y, refais-le-moi, montre-moi où t'étais et où t'as mis le drapeau, où t'as mis la balle sur le green. Et puis j'aimerais bien essayer de la faire la même chose. Je pense que tu passeras une super journée. Hein. Ah, ça serait chouette, ouais. Tu vois, dans ce dernier sourire que tu nous as fait, là, on a vu l'amour du golf. Ah, mais c'est sympa. Voilà. Karine, un immense merci. Merci à toi. C'était très agréable. Bah, moi aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à tes questions. Et puis, continue tes interviews. Je pense que beaucoup de gens l'apprécient. Apprécient de te regarder. Et en fait, au final, c'est aussi sympa ou même plus sympa qu'une interview avec un journaliste où on répond en fait ce qu'il veut entendre. Donc, voilà. Un grand merci, Karine. Et puis, bonne continuation à toi, à toute ta famille. On te souhaite tout le bonheur du monde et on va vers la victoire. C'est gentil. Merci Bye à bye. toi. À très, très Bye. bientôt. Bye Au bye. revoir.